c'est un contexte qui est particulièrement riche. C'est un moment dans l'histoire de la relation, en particulier entre les États-Unis et le Japon, qui est tout à fait particulier. La guerre est terminée en Europe depuis déjà 3 mois. L'Union soviétique est sur le point d'entrer dans le conflit asiatique. Il y a eu des mouvements de troupes importants sur le territoire soviétique vers l'Est. Et d'ailleurs, l'ultimatum est respecté par Staline. Le 8 août, soit 2 jours après Hiroshima, eh bien, les troupes soviétiques pénètrent en Mandchourie et commencent leur invasion en direction du Japon. C'est un contexte qui est marqué aussi par le refus, un refus répété à plusieurs reprises du Japon d'accepter la capitulation sans condition, qui a été rappelé notamment à la conférence de Potsdam quelques semaines seulement plus tôt. Donc nous sommes dans un contexte qui est extrêmement marqué de ce côté-là. Et puis il faut rappeler un point qui est tout à fait important, la décision d'utiliser la bombe atomique pour la première fois de l'histoire, elle sera répétée 3 jours plus tard, mais il n'y aura pas d'autre utilisation par la suite, est assumée par un homme, il le répète d'ailleurs dans ses mémoires quelques années plus tard, c'est le président américain Harry Truman. Et Truman est un personnage singulier en 1945. Il devient président après la mort de Roosevelt en avril, une mort soudaine, même si bien sûr on savait l'état de santé très fragile du président américain. Truman n'a pas le profil, le charisme de Franklin Roosevelt, il n'a pas le vécu, il n'est même pas connu, je dirais, sur la scène politique américaine. C'était un petit sénateur du Missouri. Il a été choisi comme colistier lors de la dernière campagne électorale de Roosevelt parce que justement, il n'avait pas un profil pouvant faire de l'ombre au président très charismatique et un petit peu acariâtre sur la fin de sa vie, disons-le, qui était Roosevelt. Et donc il se retrouve confronté à un choix extrêmement difficile, un choix qui, bien évidemment, va avoir aussi pour impact non seulement eh bien, de faire entrer dans l'histoire sa présidence, et puis de marquer son autorité sur la scène politique américaine et sur la scène internationale, notamment dans le bras de fer qui est en train de s'amorcer avec l'Union soviétique. Donc un contexte qui est quand même très particulier, ce 6 août 1945, et qu'il convient effectivement de rappeler 70 ans après, de voir finalement dans quelle mesure on commémore ici en Europe la date du 8 mai 1945 comme étant l'aboutissement de ce conflit. Dans le cas du théâtre asiatique, eh bien, ce conflit s'est poursuivi et c'est véritablement le bombardement de Hiroshima, la découverte de la bombe atomique et l'entrée dans ce monde ou ce moment nucléaire qui marque véritablement la fin de ces hostilités. C'est la question que je traite de manière spécifique dans cet ouvrage. En fait, l'idée n'est pas tant de rappeler ce que j'ai dit précédemment, à savoir les conditions de l'emploi qui sont tout à fait importantes et qui sont malgré tout l'objet de quelques développements. L'idée, c'est bien sûr de voir dans quelle mesure le Japon d'après-guerre s'est construit ou reconstruit avec comme référent parmi d'autres, mais un référent malgré tout extrêmement structurant, le double bombardement nucléaire et donc la destruction presque simultanée de Hiroshima et de Nagasaki. Et donc c'est de voir finalement comment est-ce que, à la fois dans sa dimension politique, et je pense en particulier à la relation avec les États-Unis, ce partenariat stratégique qui s'amorce par la force en 1945 et qui est prolongé par la suite après le retour de la souveraineté japonaise dans les années 50 et puis au début des années 60. Comment est-ce que cette reconstruction politique et sur la scène internationale se met en place sur la base de cette dimension nucléaire tout à fait particulière qu'a connue ce pays. Comment est-ce que le Japon se reconstruit socialement après la guerre? On est passé finalement d'un empire malveillant et agresseur à un peuple martyr et victime, ce qui est tout à fait singulier. On ne retrouve pas, par exemple, la même chose dans le cas de l'Allemagne nazie, où l'Allemagne traîne d'une certaine manière derrière elle la responsabilité du conflit pendant plusieurs années. Le Japon passe presque simultanément du statut d'agresseur à celui de victime. Et cela a bien évidemment des conséquences tout à fait importantes sur la manière dont, socialement, cette société japonaise va se reconstruire dans l'après-guerre. On ne passe pas sur un examen ou sur un devoir de mémoire aussi important que celui que l'Allemagne a pu opérer à cette époque. L'empereur reste au pouvoir, par exemple, et puis on va avoir par la suite eh bien, tentation
à honorer les victimes de ce conflit, y compris d'ailleurs des criminels de guerre. Donc un moment tout à fait intéressant dans l'histoire de cette société japonaise. Et puis culturellement aussi, le Japon va être profondément marqué par cette expérience nucléaire, avec une multitude de productions littéraires que j'évoque dans cet ouvrage, des productions cinématographiques, des mangas également, qui sont bien sûr un des supports importants de cette culture populaire japonaise. Bref, on retrouve depuis 70 ans, encore aujourd'hui de manière très marquée, un référent très fort lié à cette expérience que seul le Japon a connue, à cette expérience de la destruction totale nucléaire. Et donc c'est sur ce point véritablement que j'ai cherché à mettre l'accent ici, de voir comment est-ce qu'on peut se réapproprier un événement catastrophique que l'on peut qualifier d'abîme véritablement de cet empire, et puis à partir de là, eh bien, essayer de reconstruire une société qui, comme on le sait, a connu depuis une ascension absolument phénoménale. Il convient d'abord de rappeler que, en dehors des mots qui sont assez proches l'un de l'autre, Hiroshima, Fukushima, ces deux événements, bien évidemment, n'ont pas grand-chose à voir, sinon le fait nucléaire qui est associé. Mais on ne peut pas, bien sûr, traiter ces deux questions de la même manière, sinon, et c'est ce qui peut éventuellement être intéressant ici, dans l'héritage ou dans la manière dont cela va avoir un impact sur la société japonaise et sur les différents points que j'ai évoqués précédemment, à savoir à la fois cette dimension politique, sociale et puis culturelle. Et on va retrouver effectivement, à la suite de cette catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011, eh bien, une remise en question très forte du Japon, avec dans un premier temps la fermeture de l'ensemble du parc nucléaire. Il faut savoir que le Japon est l'un des principaux parcs nucléaires au monde, hein, après la France, mais à un niveau assez équivalent à celui de la France. Et donc on choisit de manière très rapide eh bien, de fermer l'ensemble des centrales. Et puis on voit effectivement 4 ans après que cette question est à nouveau posée, puisque le Premier ministre actuel, Shinzo Abe, a annoncé la réouverture de plusieurs centrales, et donc on retourne finalement au nucléaire progressivement dans le cas du Japon. Et cela pose une multitude de problèmes dans la société japonaise. On voit se lever des boucliers de la part des défenseurs, non pas de l'antinucléaire, cette fois militaire, mais du nucléaire à proprement parler. Et il est intéressant de voir que ces débats ne datent pas d'hier. Ils ne sont pas consécutifs à la catastrophe de Fukushima. C'est même d'une certaine manière un petit peu l'aboutissement de ces débats. Dès les années 50-60, quand le Japon choisit de mettre sur pied un parc nucléaire civil, eh bien on voit une multitude, non pas de références à Hiroshima, mais de références à ce que peut représenter fondamentalement pour les Japonais le nucléaire. Et on va voir en avant eh bien, des intellectuels, on va voir des hommes de lettres comme Kenzaburo Oe, hein, qui a été ensuite prix Nobel de littérature au milieu des années 90 et qui avait notamment fait une enquête sur Hiroshima et sur les survivants de la bombe dans les années 60. Eh bien, il fait partie de ces acteurs immanquables de l'antinucléaire, non pas bien sûr dans sa dimension militaire, mais je dirais sa dimension pluriel incluant ces critères civils. Et donc on voit que le nucléaire est traité au Japon de manière beaucoup plus sensible que dans d'autres sociétés. On sait d'un côté, et c'est sans doute le choix pragmatique des autorités actuelles, que l'on a besoin de remettre sur pied ces activités, cette production. Et puis de l'autre, eh bien, on sent des résistances très fortes dans la société, voire même une forme d'incompréhension sur le fait de se dire mais comment est-ce que l'on peut à nouveau s'exposer à ce feu inoubliable, à ce massacre, à ce désastre que nous avons connu il y a 70 ans. Donc plus que dans d'autres sociétés, le nucléaire est et reste aujourd'hui omniprésent dans les débats de politique, dans les débats culturels, dans les réflexions sur le déclin du Japon, sur sa place sur la scène internationale, sur la manière dont les Japonais se voient, se perçoivent, etc. Bref, on voit que c'est une parenthèse qui n'est pas refermée et qui ne le sera pas sans doute aussitôt.